suggérons à présent de quitter le Médoc et de vous rendre de l'autre côté de l'estuaire. Préhistoire, royauté, révolution, cet itinéraire vous plongera dans l'histoire de France. Et pour commencer, nous nous attarderons à la citadelle de Blaye, fleuron de l'architecture militaire. Élise Barconnière de l'Office de tourisme de Blaye est passionnée par l'histoire de sa région. Elle vous en dévoilera tous les secrets. C'est naturellement qu'Élise commence son périple par sa ville, et plus exactement par la citadelle de Blaye. Même si elle connaît bien son histoire, Élise a quand même sollicité le général Thomas, expert de cette fortification Vauban. Bonjour, général. Bonjour Élise, ça va? Oui, très bien, et vous? Ça va très bien, ça va. J'étais en train d'admirer cette porte absolument monumentale. C'était la porte principale, n'est-ce pas? Oui, ben là, elle est sur la porte royale, la porte dédiée au roi, donc la porte principale est la plus décorée. Et évidemment, elle est donnée sur la route de Paris, ici, D'accord, qui était une voie royale également. D'accord. Réalisée en 1685, cette porte est l'un des deux accès à la citadelle. La sophistication de son système de défense en fait l'une des réalisations majeures de Vauban. 2 ponts dormants, une demi-lune et une poivrière étaient reliés afin de protéger la citadelle des attaques venant de la terre. Traversons à présent la fortification pour nous rendre du côté mer et pour comprendre le fonctionnement stratégique de cette forteresse inviolable. Voilà, cet endroit est parfait pour comprendre les raisons pour lesquelles la citadelle a été construite et ainsi que les 2 fortifications qui la complètent. Alors, pour comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, 1650. Bordeaux s'est révolté pendant la Fronde contre le jeune Louis XIV. Et devant cette situation, le gouverneur de la citadelle a plusieurs fois donné son avis sur la chose en disant qu'il faudrait se rendre maître de la rivière. À cette époque, ce sont entre 2000 et 2500 bateaux qui transitaient par an pour alimenter Bordeaux, premier port du royaume. Oui, c'est un port colonial aussi. Lorsque Vauban arrive à Blaye, il va demander la construction de Fort Pâté. C'est une tour à canon que l'on trouve sur l'île Pâté, voilà. Et de l'autre côté de l'estuaire, il demandera la construction d'un fort. En fait, dans l'idée de Vauban, se rendre maître de l'estuaire, ça veut dire contrôler la circulation et montrer aux Bordelais qu'en fait, si le roi le décide, il ferme l'estuaire, il ferme le commerce et Bordeaux ne peut plus rien faire. Voilà. Et d'ailleurs, les Bordelais l'avaient très bien compris. Le général souhaite à présent faire découvrir à Élise un endroit qui sera bientôt ouvert au grand public. Faisons un grand saut dans le temps et laissons Vauban pour nous plonger dans la Seconde Guerre mondiale. La citadelle est à ce moment-là complètement déserte. C'est l'armée d'Hitler qui la fait revivre en investissant ses souterrains. Ils y installent des bars clandestins et ça donne à des élans artistiques. Nous sommes donc au cœur du sujet, à peu près 12 mètres sous terre. Et ici, on voit apparaître sur ce mur un dessin un peu surprenant des danseuses de French Cancan qui sont véritablement lancées dans une danse endiablée. On peut lire une inscription et en allemand, plus haut les jambes. On pense qu'on en veut. Mais ce dessin a une explication quand même assez logique, c'est que à la fin du mois de juin, lorsque l'armée allemande a envahi la France, l'armistice est arrivé, les soldats allemands, les affaires se calment, les soldats allemands sont envoyés à tour de rôle à Paris pour découvrir la capitale et on leur offre une soirée au Moulin Rouge dans ces établissements et ils reviennent absolument enchantés. C'est un spectacle qu'ils découvrent et il est fort probable que ces soldats aient voulu reproduire une scène qui les avait particulièrement marqués de la vie parisienne. Voilà. Un souvenir de Paris ici. Souvenir de Paris et de la capitale. Voilà. Alors maintenant, on va passer de l'autre côté. Sur ce dessin, on voit apparaître un train, probablement un train permissionnaire, avec une certaine perspective d'ailleurs. Correspondance pour Bad Blankenheim à 12h40, quelque chose comme ça. C'est comme une représentation du moment où ils ont quitté. Exactement, c'est un souvenir du train qui va les ramener chez eux, probablement, soit pour une permission, soit pour la fin de la guerre. On peut l'imaginer comme ça. Aujourd'hui, la citadelle est l'un des lieux les plus visités de Gironde. N'hésitez pas à vous y balader et à vous y perdre. Mais pour l'instant, nous vous invitons à vous diriger à 4 km de Blaye, sur la route de la Corniche de Plassac. Ce chemin complètement méconnu mérite le détour, surtout si vous avez la curiosité de lever la tête. Ici,
la falaise est percée d'étonnantes maisons troglodytiques. C'est là qu'une centaine de marches plus haut, l'endroit se mérite, que Régine, heureuse propriétaire d'un de ces habitats atypiques, reçoit Élise. Bonjour Régine. Bonjour Élise. C'est Élise. On s'est fait une belle grimpette. N'est-ce pas? Régine a fait le choix il y a 15 ans d'habiter à 30 mètres sous la falaise. Donc on est en fait ici dans une ancienne carrière. Une entrée de carrière. C'est une ancienne carrière. Les pierres partaient sur des gabarres taillés sur l'estuaire pour construire Bordeaux, le Grand Théâtre. Et puis après, ça servait de champignonnière. Il y avait une telle humidité dans ces pièces qu'ils mettaient du fumier de cheval et ils cultivaient les champignons de Paris. Les cavités à flanc de falaise sont le résultat de la dissolution du calcaire. Creusées et taillées par l'homme, leur occupation remonte à la période gallo-romaine. Dans cette troglo, 2 espaces consolidés à la chaux que Régine a reliés elle-même en creusant au marteau-piqueur. Voilà, donc là j'ai creusé il y a une dizaine d'années. Pas tout de suite. Même ça, même la niche pour mettre la lampe. D'ailleurs, il y a encore les pics du marteau-piqueur. Et on voit les traces d'argile. D'accord. Bon, c'est comme dans les anciennes carrières, on a les traces des outils en fait. Tout à fait, voilà, c'est ça. Mais au-delà de cette habitation résolument atypique, Régine a eu le coup de cœur pour une autre raison. Pourquoi est-ce que tu es venue habiter ici? Parce que j'adore l'eau, j'adore l'estuaire. C'est magique. À n'importe quelle heure de la journée et n'importe quel moment de la saison, c'est toujours très très beau. J'ai eu le coup de foudre. Je comprends. Tu peux comprendre. Continuons encore un peu plus au sud, à une vingtaine de kilomètres. Élise souhaite nous montrer une autre cavité extraordinaire. Elle a rendez-vous avec Marc Martinez, un éminent professeur d'université spécialisé dans l'art préhistorique. Bonjour, Élise. Je suis ravie d'être là, de vous rencontrer. Moi aussi, bienvenue à Père-non-Père pour cette visite préhistorique, en quelque sorte. Puis on peut passer par ici pour commencer à traverser le petit bois et descendre vers la cavité. D'accord. Plus ancienne que Lascaux, la grotte a été remarquablement conservée, ce qui permet encore de la visiter aujourd'hui. Il s'agit de la 3e grotte ornée découverte au monde en 1881. Pourtant, rien ne laissait supposer son existence. Alors la légende dit qu'à Père-non-Père, c'est une vache qui s'est coincée les pattes dans un trou et qui a permis donc la découverte de cet endroit. Et donc voilà, le trou, on le voit bien maintenant ici. Bien sûr, il est fermé pour des raisons de conservation et de sécurité. Mais donc c'est cet endroit qui a permis la découverte de la cavité. Et si la grotte se visite tous les jours, c'est surtout pour admirer la dizaine de gravures rupestres d'animaux représentés. Alors, si vous voulez, on peut commencer par une première représentation qui se situe là-haut perché. Et donc, le premier animal à décrire est un petit bouquetin d'une trentaine de centimètres, dont on peut distinguer facilement donc, la tête et surtout repérer les cornes qui, en art pariétal, permettent de bien identifier l'espèce. Alors après, si on peut continuer la lecture comme ça progressivement, on va distinguer ici un beau, je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est un bison. Voilà, exactement, un beau bison avec voilà, le museau ici, j'insiste. Voilà, une bosse. Et voilà. D'abord les 2 cornes et effectivement la bosse dorsale qui permet de bien identifier ce bovinet en tant que bison. Et la grotte était habitée, si je me rappelle bien, en même temps qu'elle était ornée, ou avant ou après? En fait, c'est la particularité de Père-non-Père. Pendant 60 000 années, en fait, des hommes, des femmes, des enfants se sont succédés ici. L'homme de Néandertal a laissé sa place à l'homme moderne 18 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est particulièrement fascinant dans cette grotte, c'est justement de voir l'évolution de l'homme à travers l'évolution de ses dessins. Alors, on va continuer avec le cheval ici qui est en face de nous. Quelle cette particularité, c'est qu'il a la tête retournée. C'est peut-être une des toutes premières fois où la notion de mouvement va apparaître dans l'histoire de l'art. Et c'est quand même un privilège de pouvoir être dans la grotte originale, ici. Absolument, vous l'avez dit, c'est un vrai privilège. C'est vrai que beaucoup de grottes ornées originales sont fermées au grand public. Il suffit de penser à Lascaux, Altamira, Chauvet, qui ne le saura jamais. Et donc là, on est en fait en face vraiment d'œuvres animalières réalisées par, entre guillemets, de vrais hommes préhistoriques. Et là, l'émotion, à mon avis, est quand même assez intense. On peut être à quelques centimètres d'une œuvre d'art qui a plus de 30 000 ans. Je crois que le mot privilège, il ne faut pas hésiter à l'employer.
Partons à présent dans le joli village de Saint-Émilion. Élise va nous faire découvrir un des domaines viticoles les plus atypiques de la cité avec Vincent Lignac, son propriétaire. Bonjour. Bienvenue. Merci. Le domaine du Château Gadet a la particularité d'être niché au cœur même du village, sur le haut plateau calcaire de Saint-Émilion. L'autre singularité du domaine, ce sont ces caves labyrinthiques qui, encore une fois dans cette partie de la Gironde, nous plongent dans l'histoire de France. Et voilà. Wow. On est sous Saint-Émilion. C'est un vrai gruyère en fait. Hein, Oui, alors C'est ça. c'est un peu ça. Il y a à peu près 70 hectares de galeries, grosso modo, sous le village et le vignoble. Ici, on est dans une carrière du XVIIe siècle qui correspond à la deuxième époque de construction de la maison. C'est la carrière ici qui a permis de construire la maison au-dessus. Voilà, Vraiment exactement. C'est Exactement. Les gens achetaient le terrain, extrayaient la pierre, D'accord. construisaient la maison au-dessus et extrayaient plus de pierre pour payer la construction de la maison. Château Gadet appartient à la famille de Vincent depuis 1844. Avant que cette cave ne serve à faire vieillir de grands crus, il s'agissait donc de souterrains qui nous dévoilent aujourd'hui encore des témoignages du passé. Alors là, tu vas voir, on a en fait un dessin qui daterait de la Révolution française. C'est un visage. Voilà, c'est un visage de cette époque-là, cette espèce de perruque ou cette façon de se coiffer de l'époque. Donc il y a des gens qui se sont cachés ici durant la Révolution. Vraiment Ouais. Dans les carrières de Saint-Émilion, on est sûr que la famille Gadet, le fils, était un député girondin. Oui. Il a été président de l'Assemblée nationale en 1792. Et bon, ils se sont retrouvés ennemis de la Révolution. Et donc, ils sont venus se cacher ici. Et au bout de quelques temps, malheureusement, il a été attrapé et, avec une grande partie de sa famille. Et ils ont tous été guillotinés à cette époque-là. D'accord. Voilà. L'effigie du député Marguerite Élie Gadet orne l'étiquette du cru et perpétue ainsi sa mémoire. Un peu plus loin dans la cave, c'est une autre époque de l'histoire que Vincent évoque. Cette partie-là, ici, il y avait une trappe dans la cuisine qui permettait d'avoir accès à la cave. Et mon arrière-grand-père avait bouché la trappe pour éviter que les Allemands... Il y avait un colonel allemand qui avait réquisitionné la maison, hein, c'était la guerre. Hein. Et donc, il avait bouché et il avait planqué des bouteilles. Et puis après la guerre, il a fallu creuser un tout petit peu, mais pas trop, en fait. Hein. Tout était plus ou moins connecté à l'époque, mais avec les voisinages, on a tout muré pour éviter d'avoir... les voisins qui viennent chercher des bouteilles ou autres. Hein. Je dis les voisins, pas forcément les voisins d'ailleurs, hein. Ça peut être des étrangers. Il est à présent temps de remonter à la surface. Bonjour. Bonjour Élise, tu vas bien? Oui. Oui. Élise rejoint Nathalie de l'Office du tourisme pour une visite guidée chargée d'anecdotes. C'est pas évident de marcher à Saint-Émilion. Bah oui, là, avec ces petits galets. Alors tu sais d'où viennent ces galets là? Non, mais c'est pas local ça, non? Non, c'est pas local, ça vient des plages d'Angleterre lorsque le commerce avec les Anglais était assez intense au Moyen-Âge. Tu sais bien que la présence anglaise est évidente dans notre région. Ouais. Et les bateaux partaient avec les barriques remplies de vin et allaient vers l'Angleterre. Alors les galets servaient de lest aux bateaux qui rentraient à vide et devaient stabiliser les bateaux sur l'océan. À seulement 30 km de Bordeaux, Saint-Émilion est connu depuis le Moyen-Âge pour ses pèlerinages, son breuvage et sa pierre calcaire. Le village doit son nom à Émilion, moine breton du 8e siècle. Et c'est à l'Ermitage que Nathalie emmène naturellement Élise. Alors ici, on est dans l'Ermitage d'Émilion. C'est le monument le plus ancien du village et c'est la maison en fait du moine Émilion lorsqu'il s'installe ici au 8e siècle. Émilionus, l'ermite fondateur de la cité, s'installa dans une grotte naturelle à proximité du village pour prier. Il mourut en 767, après avoir passé les 17 dernières années de sa vie dans cet ermitage. Si on s'approche de la balustre, on peut voir derrière de l'eau d'une source souterraine qui a permis à Émilion de s'abreuver, pourquoi pas de se laver, ça, les enfants aiment bien croire ça, pas moi, et surtout de baptiser la population locale, et une eau miraculeuse puisqu'il aurait rendu la vue à une femme aveugle en lui apposant de l'eau de cette source sur les yeux. Et ici,
un élément très important, le fauteuil de méditation. Émilion était un ermite, il vivait seul de prière et de méditation. Et aujourd'hui, on attribue d'autres vertus à ce fauteuil, on l'appelle le fauteuil de fécondité. Donc on raconte que si une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, si elle s'assoit sur le siège et fait le vœu d'avoir un enfant, elle tombera enceinte dans les mois qui suivent. Donc si tu désires avoir un enfant dans l'année, je t'invite à t'asseoir sur le siège et faire le vœu d'avoir un enfant. Pas cette année. Non, c'est bon. Nathalie conduit maintenant Élise dans un autre joyau d'architecture, l'église monolithique. Il s'agit d'un édifice religieux souterrain creusé entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle dans des proportions gigantesques, 38 mètres de long et 20 mètres de large. Il y a le clocher qui est juste au-dessus, donc le puits que tu vois sur la voûte en berceau, qui est légèrement excentré par rapport au centre de la voûte. Et ce clocher est donc très mal réparti au niveau du poids sur les différents piliers. Et c'est un poids qui est estimé à peu près à 4500 tonnes. On aime bien dire aux enfants 750 éléphants, vous imaginez ces éléphants au-dessus. Donc ça a des conséquences sur la pierre calcaire. Alors pour consolider les piliers, on a installé en 2002 4 corsets en fer des plus impressionnants. Car le poids du clocher est un problème face à l'usure du calcaire. Mais ce n'est pas l'unique souci. Et si je me souviens bien, il y avait un problème d'humidité aussi, avec de l'eau qui remontait dans les... Tout à fait, l'eau en traversant et en remontant aussi des sources souterraines va créer des passages et fragiliser la pierre calcaire. Et elle était ornée, cette église? Il faut s'imaginer beaucoup de couleurs. Malheureusement, avec l'humidité, les peintures se sont dégradées avec le développement de mousse de lichen. On a fermé les anciennes ouvertures pour éviter le trop-plein de lumière et le développement notamment du salpêtre, qui est un des ingrédients pour fabriquer la poudre à canon. Et au moment de la Révolution, on vient gratter les murs de l'église pour récolter le salpêtre. Et donc on abîme les peintures. Du fait de sa fragilité, l'église monolithique la plus vaste d'Europe se dévoile uniquement sur rendez-vous. Nous vous suggérons de vous y attarder, l'endroit fourmille d'anecdotes. Il est à présent temps pour Nathalie et Élise d'admirer une dernière fois la cité médiévale sur le parvis de l'église. On est juste au-dessus de 3 arches. C'est l'église? C'est exactement. C'est l'église souterraine. On est juste au-dessus de cette église entièrement creusée dans la roche calcaire. Et on est au pied du clocher. Beau point de vue, hein? C'est le plus beau point de vue qu'on ait sur le village de Saint-Émilion, avec le paysage tout à fait particulier qu'on retrouve ici. Bah oui, on a cette forme-là en demi-cercle. Tout à fait, on appelle ça une combe, créée naturellement par l'érosion. Et depuis ici, on a une belle vue sur le vignoble aux alentours, la vallée de la Dordogne, les coteaux et le village de Saint-Émilion.